À la croisée des champs, un podcast réalisé par les pédaliers paysans. On est un groupe de 6 étudiantes et étudiants en école d'agronomie et on est monté sur nos vélos de mars à juillet 2024 pour rencontrer les personnes qui vivent le renouvellement des générations agricoles. On a parcouru 2 départements, le Puy-de-Dôme et le Calvados, pour recueillir des témoignages, donner des coups de main et découvrir spécifiquement ces 2 contextes agricoles. À la croisée des champs propose une réflexion globale qui s'étoffe à mesure des épisodes. On vous invite donc à les écouter dans l'ordre pour en saisir tous les rouages. Bonne écoute! On voit le nombre de fermes qui dégringolent depuis des dizaines d'années, quoi, et on n'arrive pas à enrayer cette chute, quoi. C'est terrifiant. On n'était pas loin, là, on fonce dans le mur, en fait. On n'était pas loin du mur, mais là, je pense qu'on accélère, là. Parce qu'il n'y a pas d'avenir, l'agriculture. Hein. Comment des jeunes, comment redonner envie aux jeunes de s'installer en agricole en disant par contre, du coup, tu vas casquer CER pour acheter ton terrain agricole, déjà, tu vas galérer à le trouver. Et puis en plus de ça, vraiment mettre de l'argent de côté parce que tu n'es pas prêt d'en vivre, tu vois. Comment redonner une dynamique positive à l'installation agricole, ça aussi, c'est un gros enjeu, quoi. C'est dur, c'est en même temps fort. Et c'est ce qui me donne toute cette force, c'est que tous les jours, les racines me poussent dans les bottes et c'est ce qui me manque dans mes valeurs et qui me donne encore plus de force et de persuasion, quoi, voilà. Et j'ai envie de transmettre ça, quoi. Aujourd'hui, les problématiques qui pèsent sur le monde agricole sont nombreuses. Revenus dérisoires, isolement des territoires ruraux, course à l'endettement pour rester compétitif sur le marché mondial. Le tout dans un contexte de dérèglement climatique, alternant sécheresse et inondations. Les métiers agricoles sont au cœur d'enjeux fondamentaux pour notre société. Tous ces enjeux sont intimement liés les uns aux autres et mériteraient d'être approfondis pendant des heures. Mais il faudrait pour cela fermer les yeux devant un constat alarmant. Dans les années à venir, 2 agriculteurs et agricultrices sur 3 vont partir à la retraite. Parmi ces départs, seul 1 sur 2 sera remplacé. Or, comment imaginer une transition vers des systèmes plus durables s'il n'y a plus personne dans les champs ? Vous l'aurez compris, la question du renouvellement des générations agricoles est centrale. Et ça tombe bien, parce que c'est à elle que nous avons décidé de nous attaquer durant cette aventure. C'est suite à ce constat que nous nous sommes élancés sur les routes du Puy-de-Dôme et du Calvados à la rencontre de celles et ceux qui vivent le renouvellement, ou plutôt le non-renouvellement des générations agricoles. Nous sommes allés voir les jeunes qui s'installent, les retraités ayant transmis leur ferme et les structures qui les accompagnent. Dans cet épisode introductif, on va partager notre vision des causes de cette baisse importante du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, et surtout des conséquences majeures qu'elle entraîne. Pourquoi le métier a-t-il perdu son attractivité ? En quoi l'agriculture familiale est-elle en danger ? Et surtout, pourquoi le renouvellement des générations agricoles devrait nous concerner, nous, en tant que citoyens et citoyennes ? Partie 1. Les dynamiques agricoles. À une époque pas si lointaine, une grande partie de la population française était paysanne. Le monde agricole qu'ont connu nos arrière-grands-parents s'est transformé à partir des années 50, avec une modernisation brutale des pratiques agricoles. Dans les champs, c'est l'arrivée du tracteur, des herbicides, fongicides et autres engrais de synthèse, accompagnés de nouvelles variétés de plantes adaptées à ces modes de production. Les gains de productivité et les rendements explosent, ce qui permet de répondre à un double enjeu. La souveraineté alimentaire de l'Europe, gravement menacée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et la mise à disposition de main-d'œuvre pour les industries des villes.
Celles et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'engager dans cette voie de modernisation agricole cessent le travail de la terre. Un grand nombre d'entre elles saisissent l'opportunité de voir leurs conditions sociales s'améliorer en ville. Et elles quittent les campagnes et les champs pour la ville et l'usine. C'est l'exode rural. Je pense qu'on vient d'une époque, enfin on va remonter peut-être avant la guerre 39-45 Jean-Marie, éleveur retraité. où c'est vrai que la campagne, les gens de la campagne, c'était des bouseux, des cutéreux, des gens qui connaissaient rien. Enfin, Mon père, c'était ça. c'était ça, enfin avant. Et c'est progressivement à partir d'après la guerre que ça a progressivement changé. Enfin, pour moi. Ça s'est modernisé. Oui, non, mais Et puis les paysans et les paysannes sont partis travailler à la ville. Et puis, oui, c'est ça, oui. Toute cette population-là. Oui, puis il y avait un besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans les villes parce que il y avait plein d'usines dans la région, c'était vraiment ça. Alors, tous les gens qui étaient sur des petites fermes de 10, 15 hectares, la femme restait sur la ferme et l'homme allait travailler à l'usine. En général, c'est comme ça, pas toujours, mais en général, c'était ça de toute façon. En 1955, on comptait 2,5 millions d'exploitations agricoles en France. Depuis, nous avons perdu 20 à 30% de nos agriculteurs et agricultrices par décennie, ce qui nous amène, en 2024, à moins de 400 000 fermes en France. Du côté des champs, grâce aux tracteurs et aux machines, une seule personne peut travailler plus de surface. Les fermes sont alors remembrées. Cette modernisation s'accompagne donc indéniablement d'un agrandissement des fermes qui restent dans la course, au détriment d'un nombre immense qui disparaît et de leurs anciens propriétaires qui s'en vont, absorbés à l'époque par le secteur industriel qui recrute à tour de bras. Aujourd'hui, ces dynamiques se lisent sur nos paysages. Les haies et les bocages disparaissent des plaines pour laisser place à des champs à perte de vue. La forêt et les friches progressent dans certains territoires en déprise. Même dans le pays d'Auge, célèbre territoire de cidre et de fromage normand, les paysages évoluent. Le pays d'Auge, ça a toujours été, normalement c'est verger aux tiges avec les animaux qui pâturent en dessous. Julie, cidricultrice. Après aujourd'hui effectivement il y a de moins en moins de fermes, donc il y a de moins en moins cette photo de la vache sous un pommier quoi. Et je trouve que c'est dommage, c'était comme ça il y a 30-40 ans. Ouais. Sauvegarder ces paysages qui font la typicité de nos régions, tout le monde pourrait s'accorder là-dessus. Alors oui, mais comment ? Comment demander aux agricultrices et agriculteurs toujours moins nombreux d'entretenir des surfaces toujours plus grandes ? Ça fait maintenant 15-20 ans qu'il se montre quand même que le nombre d'exploitations diminue, et les exploitations grossissent de plus en plus, et dans 15 ans, ces exploitations, il faudra quand même les faire tourner. Henri Ferré, président du syndicat des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme. Et on sait qu'on est de moins en moins d'agriculteurs aussi, donc il faut qu'on essaie de trouver un équilibre pour que ce renouvellement des générations se passe bien, et c'est pas simple. C'est pas simple parce que la rémunération, y est pas, et forcément c'est pas très attirant, hein, même qu'on soit bien. Aujourd'hui, moi j'ai pas de patron sur le dos, et il fait beau, on entend les oiseaux chanter, ça va très bien. Mais quand on se retrouve avec la fin du mois et qu'on touche que 200 € pour du 70 heures par semaine ou voire 80, ça va 5 ans, mais après au bout d'un moment, les gens se lassent quand même, quoi. Donc tant qu'on n'aura pas de ramener de la rémunération, je vois mal qu'on envisage un tel renouvellement des générations. Les gens qui nous ont permis de s'ouvrir à la beauté du monde. Lucille Chevrière. Chouette si on peut le faire aussi, quoi. Et ici, on peut le faire. Et je me rends compte que mon activité agricole, elle ne nous fait pas vivre, en fait. Enfin, si, mais pas... Elle peut pas faire des émules. Voilà. Aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer à des gens qu'ils vont travailler 70 ou 80 heures par semaine pour moins de 1000 balles par mois. Même dans un lieu comme celui-là. Le constat est accablant. Les métiers agricoles ne sont pas attractifs, que ce soit pour s'installer en tant que chef d'exploitation ou en tant que salarié. Partout où nous sommes allés, nous avons constaté un manque de candidats.
Parmi les raisons de ce manque d'attractivité, la rémunération incertaine et souvent faible revient presque unanimement, ainsi que le temps de travail et les conditions dans lesquelles on exerce. Horaires décalés, absence de week-end et de vacances, charge mentale. Tu peux faire un truc que t'aimes et pas compter tes heures, et quand même être impacté, y compris physiquement et moralement. Nicolas, paysan boulanger. Par un boulot qui te prend tellement d'énergie que ça finit par te vider quand tu fais pas gaffe, quoi. Donc c'est pas simple. Des gens qui font sincèrement ce qu'ils aiment et qui le font sans compter et qui finissent par craquer en disant merde, j'ai craqué, qu'est-ce qui s'est passé? Ça existe partout. Tout le temps. Attention, on ne veut pas faire de généralité. Pendant le voyage, on a rencontré beaucoup d'agricultrices qui arrivent à vivre correctement de leur travail. On a rencontré aussi des agriculteurs qui aiment leur métier, mais arrivent à s'en détacher en partant en week-end et en vacances, qui ont des loisirs autres que la ferme. Cependant, ce ras-le-bol général des conditions de travail et de rémunération est bien présent, comme en attestent les mobilisations agricoles du début de l'année 2024. Traditionnellement, les fermes françaises sont des structures familiales, qui se transmettent de parents aux enfants. En France, ce modèle est toujours majoritaire, avec des fermes qui restent dans la famille. Cependant, cela évolue et de plus en plus de personnes non issues du milieu agricole s'installent. Ces installations font-elles également partie du modèle familial ? Dans le groupe des pédaliers paysans, on a souvent essayé de définir l'agriculture familiale. On s'est rendu compte que c'était pas si facile. On a donc fait appel à Philippe Janot, enseignant-chercheur agronome à Clermont-Ferrand, qui travaille sur cette question. Alors, l'agriculture familiale, pour moi, c'est la maîtrise des moyens de production, donc là, le contrôle des moyens de production, des facteurs de production. Donc, quand je dis contrôle, c'est la propriété ou vraiment contrôler la terre. Alors, ça peut être soit être propriétaire, soit louer, mais avec des baux et à long terme, etc. Enfin, ou des baux de 9 ans ou à long terme, peu importe. Mais c'est contrôler les facteurs, c'est contrôler la prise de décision et c'est contribuer au travail. Donc, c'est les trois piliers. En gros, travailler sur l'exploitation, prendre les décisions sur l'exploitation et contrôler les moyens de production. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai visité des exploitations avec des gens qui produisent, qui ont 1600 vaches. Ils ont 20 Mexicains pour faire le boulot. Eux, ils vont pas traire, hein. Eh bien, ils contrôlent, en gros, ils détiennent, dans les fermes que j'ai vues, ils détiennent 10 millions de dollars de capital, 10 millions de dollars de terre. Voilà, et puis, ils ont des Mexicains qui font le boulot et eux, ils prennent les décisions. Donc, ils contrôlent les facteurs de production, ils ont la prise de décision, mais ils ne travaillent plus. Pour moi, c'est plus un système familial, ça. En France, on a encore des systèmes familiaux, mais je pense qu'ils sont en train de disparaître pour des raisons évidentes que la taille augmente, la capitalisation augmente et qu'à un moment, il faut aller chercher du travail extérieur ou alors on n'a plus les moyens d'investir des sommes colossales dans le système. Donc, on sort de cette logique-là. On aimerait amener une nuance entre l'exploitation familiale, qui fait directement référence à la famille, et le modèle familial. Pour nous, ce qu'on appelle modèle familial englobe une grande diversité d'agricultures, aux relations de travail multiples, pas nécessairement en lien avec la famille. On voit aujourd'hui de nombreuses installations hors cadre familial, qui pourtant relèvent du modèle familial, dans le sens où elles contrôlent les moyens de production, de décision, et que les associés travaillent à la ferme. Ce que nous explique Philippe Janot, c'est que les fermes familiales sont en train d'évoluer et de disparaître avec la transformation du monde agricole. Ce à quoi on assiste est une fragmentation des trois piliers de l'agriculture familiale.
Aujourd'hui, il y a des apporteurs de capitaux qui sont capables de racheter des fermes très chères, donc de s'approprier les moyens de production et les modes de décision, tout en salariant le travail agricole. On entre dans une ère où certaines entreprises cherchent à contrôler tout le processus de production jusqu'à la vente, toujours dans une optique de réduction des coûts et de compétitivité. Alors, dans ce contexte, à quoi peut ressembler l'agriculture de demain ? Je pense que si vous voulez, ce qui va se produire, c'est sans doute que les coopératives, que le monde de l'agroalimentaire et le monde de la distribution va petit à petit prendre le contrôle des structures de production. On commence à le voir. Et donc, je pense qu'on va vers... moi, j'ai fait des travaux sur la fin de l'exploitation agricole familiale. Je pense que l'exploitation agricole familiale, elle est en train de disparaître. Cette vision pessimiste de l'avenir de l'agriculture, Philippe Janot n'est pas le seul à l'avoir. Chez les agriculteurs et agricultrices que nous avons rencontrés, beaucoup voient avec tristesse les fermes voisines disparaître. Il y aura de plus en plus de fossés entre l'agriculture que je défends et puis un exemple concret, par exemple là, l'Eli organise Xavier, éleveur laitier. Une tournée, visite de ferme avec un circuit, j'ai découvert ça hier, et c'est des fermes avec 1 million de litres minimum par associé, et de la robotisation à outrance et des choses comme ça. Et honnêtement, sans le partager, mais malheureusement, je pense que c'est vraiment l'avenir. Donc, et c'est pas celle-là qui va augmenter le maillage de fermes sur notre territoire. Et à côté, il y aura des structures ou des fermes comme la mienne, comme la nôtre. Et je pense qu'il y aura la place pour tout le monde, mais que malheureusement, je vois pas le maillage et le nombre d'agriculteurs de fermes augmenter chez nous, même s'il y a un potentiel, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus d'étudiants comme vous qui prennent son bâton de pèlerin et qui chaussent les bottes et qui nous relayent, quoi, voilà. Que je me dis, mais comment on peut encore prendre plaisir à avoir 150 vaches à traire, de robots, enfin... Méline, maraîchère. En fait, au final, tu discutes avec la machine qui te dit que telle vache a pas eu assez de lait, etc. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'agriculture et comment les agriculteurs peuvent encore croire que la fameuse technologie sera la solution d'un nouvel avenir agricole, la robotique et tout. Quand on voit les dernières publications sur les réseaux du ministère de l'Agriculture, franchement, c'est flippant, quoi. Tu vois des robots arriver sur des planches, des trucs comme ça, et eux sont persuadés que c'est l'avenir de l'agricole. Enfin, et quand on voit la problématique de l'énergie, comment on peut croire encore à ce modèle-là ? Si cette dynamique est bien présente en France, elle n'est toujours pas majoritaire. Il existe encore bon nombre d'exploitations à taille humaine qui conservent leur liberté de décision. Elle nous rappelle que d'autres idées existent, avec une vision du devenir agricole bien différente et très critique de ce modèle purement productiviste. On voit bien qu'une faille se dessine et que la question du renouvellement des générations agricoles y est intimement liée. L'agrandissement et la modernisation des exploitations provoquent la diminution du nombre d'agriculteurs. Face à l'avidité d'une industrie mondialisée qui dépossède petit à petit les agriculteurs de leurs outils de production, on voit bien que notre agriculture est en danger. Surtout si on ajoute un ultimatum bien connu. Un rapide coup d'œil à la pyramide des âges nous indique que notre population agricole n'est plus toute jeune. La moitié de celle-ci sera en âge de partir à la retraite d'ici à 2030. Et la question du renouvellement devient centrale pour préserver le maillage agricole avec des fermes à taille humaine. Pour nous, c'est indéniable. Le monde agricole a besoin de plus d'agriculteurs et d'agricultrices. Et si on a choisi d'enfourcher nos vélos pendant 4 mois avec cet angle d'attaque, c'est que nous pensons que la préservation de ce modèle est indispensable. Tout d'abord, pour assurer un besoin élémentaire des populations, qui est l'accès sécurisé à une alimentation saine, mais aussi parce que l'agriculture est au cœur de beaucoup d'autres enjeux de notre époque. Et c'est ce que nous allons voir dans la partie suivante.
Partie 2. Les enjeux du renouvellement des générations agricoles. On roule sur une petite départementale dans le bocage vérois, Calvados. Des collines s'étendent de loin en loin. La Normandie, c'est pas si plat finalement. Cliché de sudiste. Ici, le bocage est bien préservé. De longues haies séparent les parcelles. On pédale en compagnie de la folle avoine qui s'accroche à nos jambes quand on la frôle, comme un aiguillon. Je t'amène à la chasse aux papillons. Des prés et des champs verdoyants nous entourent. On se dit quand même que l'agriculture ne se résume pas qu'à répondre aux besoins élémentaires de se nourrir. Il y a bien d'autres enjeux que la production de nourriture. Et Xavier nous parle de sa vision du métier. S'il y a une profession dans notre société qui a des comptes à rendre à la société, ben c'est bien, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas celle de paysans. Vraiment, on a des comptes à rendre à beaucoup de gens. Parce que tout ce qui se passe sur une ferme interagit avec la qualité de l'air que tout le monde respire, la qualité de l'eau que tout le monde boit, la qualité de la nourriture que l'on peut offrir, et puis aussi la qualité de l'environnement, du milieu dans lequel tout le monde peut évoluer, quoi. Donc pour moi, ça c'est mon logiciel, c'est-à-dire que je fais toujours attention à pas trop salir la route, il y a des détails comme ça, quoi, pas créer de nuisance à mon voisinage, voilà. Et puis forcément, en étant en bio, aussi pas utiliser de pesticides, et voir sur tout intégrer sur le temps long, quoi. Moi, avant, dans mon parcours professionnel, je faisais des études pour les collectivités qui s'inquiétaient du fait que, grosso modo, quasiment la moitié de leurs agriculteurs dans les 10 ans allaient partir à la retraite. Conseillère transmission de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Et elles se demandaient ce que ça allait donner sur leur territoire, parce qu'elles avaient bien conscience qu'un agriculteur sur un territoire, il a différents rôles à jouer. D'abord, il va faire de la production agricole, donc il y a pas mal de collectivités qui s'intéressent à l'autonomie alimentaire de leur territoire. Donc il y a moins d'actifs agricoles. Logiquement, on sait qu'on sait toujours améliorer la productivité, mais ça va quand même entraîner moins de production agricole de fait. Il y a toute la partie entretien du paysage. Il y a pas mal de collectivités qui s'intéressent quand même au cadre de vie de leurs habitants, parfois qui vivent aussi en grande partie du tourisme. Donc l'entretien du paysage, il passe en grande partie, surtout dans nos zones de montagne, par l'entretien des bocages des prairies. Voilà, sinon tout part en friche et se boit. On sait que les paysages fermés, c'est moins attractif pour le tourisme. Il y a l'entretien de la ressource en eau, parce qu'en grosso modo, dans le milieu rural, les dernières personnes qui s'occupent de l'aménagement du territoire, c'est les agriculteurs, c'est ceux qui vont nettoyer les cours d'eau, qui vont reboucher les chemins quand il y a des trop grosses ornières, qui vont aller tirer la personne qui est tombée dans le fossé en hiver. C'est souvent eux qui déneigent, c'est avec leur tracteur qui déneige l'hiver. Enfin voilà, tout ce qui est aménagement du territoire, c'est des acteurs essentiels. Et puis il y a des communes où c'est les derniers actifs, quoi. En milieu rural, les principaux actifs agricoles, ça reste les agriculteurs, quoi. Donc ça permet d'avoir une dynamique, ça permet d'avoir des enfants dans les écoles et des personnes dans les conseils municipaux. Pour moi, c'est faire vivre ces territoires ruraux dans une tendance à l'agrandissement et des fermes, entre guillemets, un peu industrielles. T'arrives sur des villages qui sont plus vivants, Florian, éleveur de brebis et animateur à l'ADR du Calvados. Et donc du coup, d'installer des gens sur des gens qui sont en circuit court, qui sont en agriculture biologique, qui vont avoir dans leurs projets agricoles ou paragricoles des dimensions sociales, des dimensions culturelles, en fait tu fais vivre les territoires et tu rends un territoire attractif tant pour l'agri qui s'installe que pour le jeune couple qui va s'installer dans ce territoire-là. Et tu fais vivre un territoire rural par une vie sociale, économique qui est diversifiée, quoi. Et donc pour moi, l'installation
Enfin, l'installation agricole, elle répond à cet enjeu d'avoir des territoires ruraux vivants, dynamiques, socialement. Bon, revenons à nos moutons. Les 3 intervenants nous ont bien montré en quoi le renouvellement des générations agricoles aborde des aspects sociaux et environnementaux. Effectivement, nous, avec les pédaliers paysans, la raison pour laquelle on fait ce projet, c'est de montrer tous les enjeux du renouvellement à l'échelle sociétale. C'est de mettre en évidence la nécessité grandissante de rétablir des ponts entre l'urbain et le rural, entre le sauvage et le cultivé, entre le bon sens du passé et les progrès de la modernité. Parce que l'agriculture n'est pas une activité comme les autres. Elle nourrit comme elle peut affamer, elle empoisonne comme elle peut soigner, elle libère et aliène, isole et rassemble. Elle peut faire d'un territoire un désert ou un îlot de vie, continuer de nous déconnecter du vivant, comme nous pousser à faire corps avec. Quelle autre activité façonne autant nos paysages, notre environnement, nos territoires et le fonctionnement de nos sociétés ? Au travers de ce podcast, nous voulons porter une voix qui englobe tous les systèmes agricoles à taille humaine, en opposition à un modèle capitaliste et industriel mondialisé. L'agriculture agroécologique, raisonnée, paysanne, bio, de précision ou autre, sont autant de modèles qui assurent une protection des métiers agricoles et qui rassemblent toutes celles et ceux qui la pratiquent, au-delà des divergences dans les systèmes de production. Des grands céréaliers de la plaine de Caen, aux petits élevages caprins du Livradois, des maraîchers bio locaux, aux élevages laitiers du Sancy. Tous ces systèmes sont au cœur du renouvellement des générations agricoles. Plus que jamais, on a besoin d'une agriculture jeune et dynamique, en phase avec les enjeux climatiques, de santé publique, d'emploi et de sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de travail et nous avons espoir de voir émerger un renouvellement à double facette. Bien sûr, un renouvellement des générations, mais aussi un renouvellement des pratiques agricoles, vecteur de changement et d'adaptation.